Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Kruger, donc je suis excusez-moi, professeur de finance à l'Université de Genève et c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler du reporting extra-financier et j'aimerais bien remercier les organisateurs de m'inviter, de me donner la possibilité de m'exprimer ici. Et le point de départ de ma présentation aujourd'hui, c'est ce constat que les données extra-financières et notamment les données sur les émissions de gaz à effet de serre des entreprises jouent un rôle de plus en plus important pour des acteurs nombreux dans nos économies. Donc, par exemple, des investisseurs institutionnels, ils construisent de plus en plus des portefeuilles en utilisant des données type ESG. Donc les régulateurs, ils s'y intéressent aussi parce que les régulateurs, ils veulent calculer des empreintes de carbone d'investisseurs, par exemple. Et la société civile, de manière générale, s'y intéresse aussi parce que finalement, tout le monde est au courant que les émissions de gaz à effet de serre contribuent largement au changement climatique. Alors, malgré donc, cette importance croissante de ces données extra-financières et notamment des données sur les émissions de gaz à effet de serre des entreprises, quand on regarde les normes ou les exigences ou obligations de divulgation pour les entreprises à travers le monde, on constate que jusqu'à présent, ils sont encore très peu normalisés. Donc, quand on regarde dans des pays différents ou on constate que des entreprises ils font face à des exigences très différentes. Et je pense qu'on peut, en quelque sorte, différencier entre trois différents régimes de divulgation. Donc, un premier que j'appellerais volontaire. Donc, par exemple, aux États-Unis, des données sur les émissions de gaz à effet de serre des entreprises sont mises à disposition par des entreprises cotées largement de manière volontaire, même si le régulateur américain, donc les SEC, a fait un pas vers une obligation. Je pense qu'aux États-Unis, on en est encore très loin et de toute façon, ça sera décidé dans les cours devant les juges aux États-Unis. Donc après, il y a un autre régime que j'appellerais obligatoire, mais non standardisé ou peu standardisé. D'accord ? Donc je pense que ce régime, en tout cas jusqu'à présent, est par exemple le régime qui est appliqué dans la plupart des pays de l'Union européenne. Donc à travers donc, les obligations de reporting qui sont imposées par le Non-Financial Reporting Directive de l'Union européenne, donc, qui exige la mise à disposition de données extra-financières par les grandes sociétés cotées, mais laisse quand même de la marge aux émetteurs, aux firmes, comment cette information est présentée et divulguée. Donc, par exemple, les entreprises peuvent le mettre dans les rapports annuels, dans les rapports de durabilité ou juste sur leur site internet. Donc, ils peuvent aussi choisir les mesures qui les arrangent. Donc ça, bien sûr, c'est en train de changer avec la Corporate Sustainability Reporting Directive qui va être beaucoup plus prescriptive que la NFRD qui régnait jusqu'à présent. Et après, donc, je pense qu'il y a des régimes que j'appellerais obligatoires et standardisés. Et un tel régime règne au Royaume-Uni. Et donc, dans ma présentation, je vais parler beaucoup du Royaume-Uni aujourd'hui. Parce que le Royaume-Uni a été en quelque sorte un pionnier ou un précurseur en matière de transparence vis-à-vis des émissions à gaz à effet de serre des entreprises. Donc en 2013, le Royaume-Uni, ils ont passé une loi sous le nom de Companies Act 2006, Regulations 2013, qui a mis en place une obligation
pour les sociétés cotées en bourse en Angleterre de divulguer donc de manière standardisée leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, du coup, ça fait déjà, donc on est en 2022, ça fait 10 ans déjà. Donc c'est pour ça que je dis que le Royaume-Uni était en quelque sorte un précurseur. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce que je vais faire, donc j'ai parlé d'un article ou d'un papier que j'ai écrit sur les effets que cette introduction de loi a eu sur des entreprises cotées en bourse aux États-Unis, en Angleterre, pas aux États-Unis. Et donc, quelques mots par rapport à cette loi. Donc, en quelque sorte, c'est un choc sur le régime des divulgations. Je pense que cette régulation, cette loi est assez unique car elle est très prescriptive dans plusieurs domaines. Donc, non seulement elle définit l'information, donc le pièce d'information qui doit être divulguée, elle ne dit pas seulement il faut mettre à disposition de l'information extra-financière, mais elle dit exactement ce qu'il faut mettre à disposition. Elle donne même le format dans lequel cette information doit être divulguée. Et en plus, elle définit le lieu, donc l'endroit où cette information doit être divulguée par les sociétés cotées. Donc, en quelque sorte, on a ici une loi qui, qui introduit à la fois une obligation de divulguer, mais en même temps aussi une standardisation qui a été mentionnée dans les remarques d'introduction, qui parfois manque. Alors, qu'est-ce qu'il faut divulguer ou mettre à disposition suite à cette loi? Donc, en fait, cette loi prescrit que des entreprises cotées sur le main market de la London Stock Exchange doivent divulguer donc leurs gaz ou leurs émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques d'équivalent CO2. Donc ça c'est une des unités assez standards. Donc pour l'exercice précédent et notamment donc ce qui doit être mis à disposition, c'est les émissions directes et les émissions indirectes liées à l'utilisation d'énergie. Donc ce qu'on appelle les émissions scope 1 et scope 2. Donc la loi, comme je disais, elle est très prescriptive. Donc c'est ça l'information qui doit être divulguée. Elle ne dit pas il faut mettre à disposition des informations comment votre société gère les risques climatiques. Donc elle n'est pas vague, elle est prescriptive. Elle dit on a besoin de ce type d'informations. Donc les émissions de type scope 3, ils sont exclus en fait de l'obligation. Et après, donc, la loi, elle demande aussi donc, de mettre à disposition donc, une mesure de densité d'émissions de gaz à effet de serre, où en fait donc, la quantité absolue d'émissions est normalisée par une mesure qui chiffre l'ampleur ou la taille de l'activité de la firme. Donc, par exemple, donc, le nombre d'actifs ou le nombre d'actifs tangibles, le chiffre d'affaires, mais ça peut aussi être d'autres mesures qui capture en quelque sorte l'activité ou l'ampleur de l'activité de la société. Alors, maintenant, où est-ce que ces informations doivent être divulguées? Je pense qu'ici, donc, la régulation, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle prescrit que cette information doit être inclue dans le rapport annuel, donc dans le Director's Report en Angleterre, qui est donc l'équivalent du rapport annuel. Donc, en quelque sorte, exactement à côté donc, des chiffres qui informent l'investisseur sur la performance financière de la société dans l'exercice précédent. Et je pense que ça, c'est très intéressant parce que si on juge maintenant que les émissions de gaz à effet de serre sont importantes parce qu'on
doit lutter contre le réchauffement climatique. Donc, je pense que c'est important d'obliger les firmes de mettre cette information là où les investisseurs ils vont vraiment regarder. Et je pense que ce qu'ils regardent en premier lieu, c'est le rapport annuel. Et donc, ce que vous voyez ici, donc, on a donc, pour la même société, donc, avant la régulation, donc une divulgation très floue où on parle de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et donc pour la même société après l'introduction de l'obligation, en fait une mise à disposition beaucoup plus structurée et standardisée. Et donc, je ne sais pas combien de temps il me reste, 10 minutes ou 5 minutes, je vais me dépêcher. Donc, on regarde maintenant donc les effets que cette régulation a eu sur plusieurs dimensions. Donc, la première, c'est de regarder la disponibilité de données sur les émissions de gaz à effet de serre au niveau des entreprises. Donc, est-ce que les entreprises ils sont mis en conformité avec cette loi? Ça, c'est la première question qu'on regarde. Et puis, on regarde, est-ce que cette régulation qui est à la base une régulation de transparence, est-ce qu'elle a des effets réels? Donc, est-ce qu'on observe que donc, des entreprises britanniques qui sont concernées par cette régulation, est-ce qu'elles réduisent leurs émissions plus rapidement que des entreprises comparables qui ne sont pas affectées par cette régulation? Donc, vraiment l'idée d'une étude contrôle et traitement. Et enfin, on regarde aussi si les prix boursiers donc, réagissent quand les entreprises ils publient le premier jet de rapport annuel où cette information elle est incluse. Alors, pour la première question, je sais pas, hop, là, pardon. Donc ici, ce que vous voyez, c'est le taux de divulgation, donc le pourcentage de firmes cotées en Europe et en Angleterre qui met à disposition des données sur les émissions de gaz à effet de serre Scope 1 et Scope 2. Et ce que vous voyez, donc jusqu'à la régulation, en fait, donc le trend en Angleterre et le trend en Europe, il est le même. Donc, il y a un taux de divulgation plus élevé en Angleterre, et je pense que ça c'est lié, entre autres, donc, au travail du Carbon Disclosure Project. Mais ce qu'on voit après l'introduction de la régulation, donc vous voyez bien que en fait, le taux de divulgation des firmes en Angleterre, il augmente de manière beaucoup plus importante qu'en Europe. Et donc l'idée, c'est donc s'il n'y avait pas eu donc, cette régulation, donc en Angleterre, le trend il aurait continué de cette manière-là. Donc on observe que donc, suite à cette loi, des entreprises ils mettent plus à disposition des données, des entreprises britanniques, pardon, des données de Scope 1 et de Scope 2. Donc peut-être vous allez dire, c'est évident parce que c'est une loi, donc ils vont le suivre. Peut-être ce qui est étonnant, c'est que le taux de disclosure ou de divulgation, il ne saute pas tout de suite à 100%, mais ça c'est lié en fait que des entreprises avaient en fonction de la fin de leur année fiscale, ils avaient un peu de marge de quand est-ce qu'ils devraient publier ces informations pour la première fois. Mais bon, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que donc on peut augmenter la disponibilité de ces données en passant une loi prescriptive et normative. Donc peut-être il y a beaucoup d'avocats et de juristes ici, donc ça ne les étonne pas, mais je pense que c'est important de montrer ça. Donc la deuxième question qu'on regarde, c'est est-ce que donc, cette régulation a des effets réels? Donc est-ce qu'on observe que maintenant des entreprises britanniques réduisent de manière plus importante leurs émissions de gaz à effet de serre que des entreprises comparables. Et donc, qu'est-ce qui représente, donc si on regarde juste ce graphe ici, qu'est-ce que
il représente ces points. Donc ces points, ils représentent la différence entre les émissions de gaz à effet de serre des entreprises, de l'entreprise moyenne britannique et le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise moyenne européenne, donc du reste de l'Europe. Et donc ce qu'on voit, quand on regarde donc, cette différence autour de la régulation, donc on voit qu'avant la régulation, il n'y avait pas de différence entre les deux, au moins pas une différence qui était statistiquement significative. Par contre, ce qu'on observe, c'est que le niveau, une fois que la régulation est mise en place, on observe que les entreprises britanniques, ils diminuent de manière plus importante leurs émissions à gaz à effet de serre que les entreprises cotées européennes qui n'étaient pas affectées par cette loi. Donc la troisième chose qu'on regarde, et je vais finir là-dessus, c'est qu'on regarde comment les marchés boursiers ils réagissent à la mise la première divulgation de ces types de données dans le rapport annuel en Angleterre ou au Royaume-Uni. Et ce qu'on voit, c'est que autour du jour où ils mettent à disposition pour la première fois ces rapports qui contiennent cette information, que des entreprises qui divulguent un niveau plus élevé d'émissions que leurs compétiteurs dans la même industrie, ils sont sujets à des rendements anormaux négatifs, tandis que les entreprises qui divulguent moins un niveau moins élevé que donc, la moyenne de l'industrie, eux, ils voient leur cours boursier augmenter. Donc il semble que les investisseurs, ils utilisent cette information pour faire un repricing relatif des entreprises. Alors, pour conclure, des obligations de transparence extra-financière qui cherchent à standardiser, donc ont des effets réels sur les firmes. Donc, on voit que les entreprises qui sont concernées par des telles obligations divulguent plus d'informations et ils réduisent aussi plus leurs émissions que des entreprises comparables qui n'étaient pas affectées par cette régulation. Alors, c'est intéressant, je pense, parce que ça montre qu'une réglementation de transparence peut inciter des acteurs comme des firmes ici à évoluer et agir sur le fond. Mais je pense que ce qui est très important quand on pense à la réglementation, qu'elle soit prescriptive et elle soit claire, qu'elle soit exacte sur ce qui doit être divulgué et que ça soit divulgué dans un endroit que les investisseurs jugent important. Donc, ce que je n'ai pas présenté, mais je vais juste dire un mot là-dessus. Ce qu'on observe aussi, c'est que des firmes qui étaient les plus affectées par ce choc réglementaire, notamment les firmes qui ont eu les niveaux d'émissions les plus élevés avant la régulation, ils font face à une diminution de profitabilité après la régulation. D'accord, donc je pense que c'est important aussi de voir que ce n'est pas toujours win-win. Donc, il y aura forcément des entreprises qui auront donc des impacts financiers négatifs suite à une telle réglementation. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si jamais le papier vous intéresse, vous pouvez prendre avec le QR code et vous pouvez le télécharger. Il est disponible sur Internet. Merci beaucoup. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, le thème de cette matinée, ça tourne autour des données extra-financières. Et donc, il me semblait important, en fait, d'aborder un sujet qui est fortement d'actualité.
et qui concerne l'alignement de portefeuille et plus spécifiquement ce qu'on appelle l'investissement net zéro ou l'alignement net zéro. Alors qu'est-ce que cela veut dire? L'idée est que l'investisseur construise un portefeuille d'actifs qui est compatible, ou on dit autrement, qui est aligné en fait avec un scénario climatique net zéro. Et pour cela, l'investisseur a bien sûr besoin de manipuler des données extra-financières. C'est donc un sujet qui est lié à plusieurs aspects réglementaires. Tout d'abord, bien sûr, l'article 9 de SFDR, mais aussi la directive CSRD, la taxonomie verte, et bien sûr, ce qui va arriver, c'est les nouvelles règles en fait MiFID. Alors, je vais essayer d'être assez pragmatique et puis de comprendre en fait ce que les investisseurs, les asset managers savent bien faire, et puis des choses qu'ils savent un peu moins bien faire et qui mériteraient d'être sûrement améliorées ou fortement améliorées, voire même mieux encadrées par la réglementation. Alors, pour construire un portefeuille net zéro, nous avons besoin de collecter des empreintes carbone des différents émetteurs qui constituent ce portefeuille. Et donc pour cela, on va utiliser des émissions carbone selon différents scopes. Donc petit rappel, scope 1, c'est les émissions directes. Scope 2, les émissions indirectes qui sont dues à la consommation d'énergie et d'électricité. Et enfin, le scope 3, c'est toutes les autres émissions indirectes. Et généralement, on distingue deux scopes 3. Le scope 3 upstream, c'est-à-dire l'amont en fait de la supply chain, donc les fournisseurs, et puis le scope 3 downstream qui correspond en fait à l'aval et qui sont associés à la commercialisation et à l'utilisation du produit. Alors je rappelle que normalement, je sais pas si, mais les scopes 1 et 2 sont normalisés par le protocole GHG et que ces deux scopes doivent faire l'objet d'une déclaration. En revanche, les entreprises ne sont pas obligées de reporter le scope 3. Et puis surtout, il n'y a pas de normalisation de règles de calcul pour calculer le scope 3. Alors, vous comprenez que dans ce contexte, en fait, ce que l'on sait très bien faire, eh bien, c'est de calculer le scope 1 et le scope 2 des portefeuilles. Alors, on saurait aussi bien calculer le scope 3 upstream. Pourquoi? Parce que le scope 3 upstream dépend des scope 1 en fait, des fournisseurs. Et donc, mais pour l'instant, en fait, les données ne sont pas d'une très grande fiabilité. Pourquoi? Parce que c'est une estimation qui est généralement faite par les fournisseurs de données et que ces fournisseurs de données n'ont pas en fait une vision très complète, très bonne en fait de la supply chain. Mais aujourd'hui, en fait, vraiment, la très très grande difficulté, c'est le scope 3 downstream, où là, en fait, la qualité des données est vraiment très très pauvre. Et cela explique en fait que 95% des décarbonations de portefeuille faites par les investisseurs et les asset managers concernent uniquement le scope 1 et 2. Mais le vrai challenge aujourd'hui, c'est vraiment de prendre en compte le scope 3. Alors, pour bien comprendre l'enjeu du scope 3, voyons quelques illustrations. Donc, bon, voilà, j'ai reporté des données de Trucost, mais bon, première colonne, vous avez le nom de la compagnie. Ensuite, vous avez les émissions carbone en tonnes de CO2. Cinquième colonne, les revenus. Et les trois dernières colonnes correspondent en fait aux intensités carbone, qui sont une normalisation des émissions carbone en absolu, où en fait ce sont les émissions divisées par les revenus. Et ce qui est très important, c'est que les financiers en fait ne manipulent pas les émissions carbone absolues, mais manipulent principalement des intensités carbone. Alors, et c'est cette mesure qui va être utilisée pour mesurer vraiment l'empreinte carbone d'un portefeuille. Alors, arrêtons-nous sur l'intensité carbone scope 1 et 2, et notamment en faisant la comparaison entre Apple et Samsung Electronics. Donc, pour Apple, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que vous avez un scope 1 qui est de l'ordre de 0,194, scope 2, 3,74, à comparer avec Samsung Electronics, 25,625, 55,620. Alors vous allez me dire, mais pourquoi une telle différence? Samsung Electronics, c'est quoi? C'est la branche en fait tech de Samsung qui fait plus ou moins le même business que Apple. Ils font principalement des smartphones, des ordinateurs et des télés. Alors pourquoi cette différence? En fait, Apple, c'est principalement en fait une boîte de R&D et de marketing qui a outsourcé, qui a localisé en fait sa production à l'extérieur d'Apple. Et donc, en fait, si on veut être vraiment fair, pour comparer en fait Apple et Samsung Electronics, en fait, ce qu'il y a, c'est que une partie du scope 3 de Apple correspond en fait
à une partie, en fait, au scope 1 de Samsung Electronics. Hein. Et vous voyez qu'en fait, le rapport, en fait, il est de l'ordre de 125, hein, ce qui est énorme. Hein. D'où l'intérêt de ne pas se focaliser uniquement sur le scope 1 et 2, mais bien d'inclure le scope 3. Hein. Certainement, il va falloir vraiment aborder ce problème. Hein. Alors, le problème, c'est que le scope 3 n'est pas normalisé. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, soit il va être calculé par l'entreprise elle-même, donc il va dépendre en fait du périmètre choisi par cette entreprise, soit il va être estimé en fait par le fournisseur de données. Hein. Et dans les deux cas, en fait, il va être extrêmement difficile de comparer deux scopes 3, puisque en fait, il n'y a aucune normalisation. Hein, puisqu'il va dépendre en fait du modèle d'estimation, à la fois du modèle d'estimation interne, du périmètre interne, ou alors du modèle d'estimation externe. Par exemple, si je prends le scope 3 de Danone, est-ce que je peux vraiment le comparer au scope 3 de Nestlé? Vous voyez qu'en fait, vous avez un rapport de 1 sur 2. Est-ce que ce sont des données qui sont homogènes? Est-ce que c'est des données qui correspondent en fait au même périmètre? Là, c'est extrêmement difficile. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, le scope 3 de Danone, c'est celui qui est calculé par l'entreprise, alors que celui-ci, c'est un calcul qui a été fait en fait par le fournisseur de data. Alors, chose intéressante, je me suis dit, mais cette différence, là, je suis allé sur Internet et j'ai téléchargé en fait la profession de foi, Net Zero de Nestlé. Et ce qui est intéressant, c'est que Nestlé affiche un scope 3, non pas de 61 mégatonnes de CO2, mais de 103 mégatonnes de CO2. Donc vous voyez qu'en fait, on a quelques petits soucis. Alors, sur ce slide, j'ai reporté les intensités carbone en fait, des différents secteurs, et principalement le scope 1 et 2 contre le scope 1, 2 et 3. Et très rapidement, en fait, on comprend quels sont les secteurs glamour en termes de risque climatique, et puis les secteurs qui ne vont pas être favorisés. Notamment, parmi les secteurs pénalisés, qu'est-ce que l'on a? On a principalement les secteurs vraiment stratégiques pour faire net zéro, à savoir les secteurs de l'énergie, materials, utilities, et l'industrie agroalimentaire, si on inclut le scope 3. Là, on a pour Consumer Staple 389, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'industrie agroalimentaire, la moyenne du scope 3, c'est aux alentours de 900, donc c'est équivalent en fait à materials. Un des secteurs les plus glamour est celui de l'informatique. Et alors, je rappelle que la grosse difficulté du scope 3 provient non pas de l'upstream, mais en fait du downstream. Et par exemple, il est fort curieux de constater que si vous regardez les bases de données, eh bien vous allez vous apercevoir que le scope 3 du secteur IT, du secteur informatique, a tendance en fait à décroître relativement aux autres secteurs. Alors vous allez me dire, bon, certains d'entre vous vont me dire, bon, c'est tout à fait normal puisque le secteur de l'IT est aux avant-postes, aux avant-gardes pour le réchauffement climatique. Allez sur Internet et vous allez vous remarquer que effectivement le secteur de l'informatique est sûrement le secteur le plus avancé en termes d'engagement net zéro, notamment de publication de net zéro. Bon, par exemple, j'ai reporté ici Google et Microsoft. Et par exemple, Google est neutre carbone depuis 2007. Et l'objectif de Google, c'est de compenser l'ensemble des émissions carbone depuis sa création en 2030. Alors, on ne sait pas si ça concerne scope 1 et 2, scope 3, on ne sait pas quel est en fait le périmètre du scope 3. Alors, c'est assez bizarre parce que la décroissance relative du scope 3, de l'IT, de l'informatique, interpelle vraiment car il y a de nombreux faisceaux contradictoires. Alors, je n'ai pas le temps d'élaborer sur le coût énergétique de l'informatique, mais grosso modo, bon, vous avez une loi thermodynamique, la deuxième loi de thermodynamique, qui lie l'entropie à l'énergie. Et grosso modo, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, la capacité de calcul informatique. La capacité de calcul informatique est une fonction de l'énergie consommée. Et c'est la même chose sur la capacité de stockage. Si vous voulez avoir des calculs plus performants, il va falloir consommer plus d'énergie. Si vous voulez stocker beaucoup plus, il va falloir plus d'énergie. Par exemple, j'ai reporté ici le coût en CO2 des emails, donc 4 grammes en moyenne. Vous attachez une pièce jointe de 1 mégaoctet,
on est à 19 grammes. Et puis, si vous l'envoyez à 10 personnes, vous êtes aux alentours de 73 grammes de CO2. Hein. Alors aujourd'hui, le nombre des emails augmente, progresse de 3% par an à peu près. On est à peu près à 300 milliards. Hein. Mais surtout, en fait, la taille des emails augmente très fortement. Aujourd'hui, on est à une moyenne de 75 kilooctets. Et dû notamment au phénomène en fait, de ce qu'on appelle les jumbo emails, notamment parce qu'en fait, on va rajouter des photos et puis on va avoir de plus en plus en fait, de fichiers attachés de plusieurs mégaoctets dans ces emails. Autre exemple, on ne se rend pas bien compte en fait qu'entraîner en fait un modèle d'intelligence artificielle, eh bien peut être un coût substantiel en termes de CO2. La même chose sur le cloud. Bien sûr, c'est beaucoup plus en fait efficace d'un point de vue énergétique qu'utiliser son propre disque dur ou qu'utiliser sa propre machine. Le problème, c'est qu'en fait, ça crée des besoins énormes. Et donc, en fait, peut-être que pris par unité, eh bien, vous avez un coût énergétique qui est beaucoup plus faible. Mais en fait, comme les unités sont beaucoup plus importantes, à la fin, eh bien, vous vous rendez compte qu'il est extrêmement difficile de comprendre en fait, la décroissance du scope 3 du secteur de l'IT. Et notamment, en fait, il va falloir se poser à un certain moment la question de eh bien, comment est-ce qu'on le calcule. Alors, il y a une chose que les investisseurs, asset managers, savent très bien faire, c'est décarboner un portefeuille. Donc, notamment si on se limite en fait à scope 1 et 2. Par exemple, j'ai reporté sur ce graphique l'empreinte carbone des émetteurs de l'Eurostoxx 50, donc les 50 émetteurs de l'Eurostoxx 50. Les barres vertes correspondent au scope 3, ensuite les rouges, scope 2, et les bleus, c'est le scope 1. Et donc, vous voyez qu'en fait, si je voulais décarboner l'Eurostoxx 50 sur scope 1 et 2, donc réduire en fait la couleur bleue et rouge, eh bien, il me suffit en fait de réduire mon exposition à ces trois émetteurs. Maintenant, si j'inclus en fait le scope 3, donc le vert, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que en fait, le vert, en fait, il se trouve un petit peu dans tous les émetteurs. Donc, on a quelque chose qui est un peu plus uniforme. Vous êtes d'accord que si, par exemple, on avait la même empreinte carbone pour tout le monde, on avait en fait une distribution uniforme, eh bien, il serait impossible de décarboner le portefeuille. Et autre phénomène, vous voyez que si je veux décarboner en fait en scope 3, vous voyez qu'il va falloir que je coupe en fait mes positions sur l'industrie agroalimentaire. Alors, le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas limiter net zéro à la dimension décarbonation de portefeuille. Par exemple, McKinsey estime que la transition vers une économie bas carbone nécessite un investissement supplémentaire par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, un investissement supplémentaire mondial de 3,5 trillions de dollars par année, chaque année. Donc, pour faire net zéro, on a besoin, nous devrions investir par rapport à la situation actuelle, un supplément de capitaux qui correspond à 4,1% du PIB mondial tous les ans. Donc il y a une deuxième dimension d'un net zéro qui est au moins aussi importante que la décarbonation, c'est la dimension transition, financement de la transition vers une économie bas carbone. Alors comment mesurer la transition, la dimension transition? Alors, malheureusement, en fait, on a très peu de métriques. Aujourd'hui, la principale métrique dont on dispose, c'est la part verte de revenus. Et bientôt, j'espère, grâce à CSRD, on pourra avoir d'autres statistiques fiables, des métriques fiables, telles que, et ça c'est vraiment très important, c'est tout ce qui concerne en fait le Green CAPEX, le Green OPEX et le Green R&D. Mais pour l'instant, vraiment la seule métrique que l'on a, c'est Green Revenue Share. Alors que se passe-t-il lorsqu'on va décarboner, lorsqu'on décarbone un portefeuille? En fait, on va sous-pondérer, on va surpondérer tout d'abord les financières, et on va sous-pondérer en fait eh bien, des secteurs stratégiques tels que l'énergie, matériaux et utilities. Si on inclut le scope 3, un autre secteur va être fortement sous-pondéré, eh bien c'est le secteur de l'industrie agroalimentaire. Alors ceci était plus ou moins prévisible, souvenez-vous des intensités carbone des différents secteurs. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est la corrélation négative entre la dimension décarbonation et la dimension transition. Donc sur ce tableau, ce que je représentais, c'est en fait la part verte de revenus en pourcentage de différents indices MSCI et aussi de l'Eurostoxx 50 pour le scope. Et donc je décarbone en scope 1, 2 et 3. Donc ici,
première colonne, décarbonation égale à 0, donc le taux de décarbonation est égal à 0, donc ça correspond à l'indice. Donc vous avez par exemple, pour le MSCI World, aujourd'hui, on a une part verte de revenus qui correspond à 5,47%. Maintenant, si je décarbone ce MSCI World de 50%, en scope 1, 2 et 3, vous voyez qu'en fait, je passe de 5,47 à 5,02. Donc je réduis en fait la part verte de revenus si je décarbone de 50%. Maintenant, si je veux être vraiment très vertueux, je vais décarboner à des hauteurs de 90%, et dans ce cas-là, vous avez quasiment une part verte inexistante, puisqu'elle est réduite autour de 2 BP. Et aujourd'hui, en fait, c'est le véritable enjeu de Net Zero. Comment être sûr que les portefeuilles qui sont alignés correspondent bien à des objectifs Net Zero, et pas seulement en fait un affichage d'empreintes carbone basse. Alors pour être plus concret, voici à quoi ressemble, ou à quoi ressemblerait, on va dire, un indice PAB, Paris Align Benchmark, Eurostoxx 50, qui vise une décarbonation de 80% sur le scope 1, 2 et 3. Et donc, j'ai pris en compte en fait, l'ensemble des contraintes en fait, de la directive benchmark de l'Union européenne, et notamment en fait, les contraintes HCS, High Climate Impact Sector. Et qu'est-ce que l'on obtient? Principalement, voici à quoi ressemble le portefeuille. Vous avez principalement des financières, vous avez 2 titres IT, et puis pour les stocks dits High Climate Impact Sector, vous avez Adidas, Essilor, Inditex, Kering et Sanofi. Et donc on peut se poser la question, peut-on vraiment atteindre Net Zero avec une telle économie? Voilà. Est-ce qu'on peut réduire l'économie en fait à uniquement des besoins financiers, des besoins informatiques et des besoins vestimentaires? Alors en conclusion, je voudrais évoquer aussi les limites de l'approche par intensité carbone. Alors sur ce graphique, j'ai représenté les évolutions historiques de l'empreinte carbone de 2010 à 2020. Alors, et puis ensuite, de 2020 à 2050, j'ai représenté en fait les tendances, la projection. Alors, en fait, que l'on puisse comparer, faire des comparaisons, j'ai normalisé l'empreinte carbone de chaque émetteur à 1 en 2010. Et donc, ici, je m'intéresse au MSCI USA. Dans le MSCI USA, il y a 628 stocks. Donc ici, vous avez 628 trajectoires. D'abord, les évolutions historiques et ensuite les projections. Sur le graphique de gauche, j'utilise l'intensité carbone, scope 1 et 2. Qu'est-ce qu'on voit? On note qu'une majorité d'émetteurs américains, eh bien, finalement, a réussi à réduire l'intensité carbone. Et donc, on a une majorité de tendances baissières. Si on utilise maintenant, non pas l'intensité, mais les émissions carbone 1, 2, 3, eh bien, on a une autre histoire, puisque la majorité des émetteurs américains ont augmenté leur émission carbone, et donc, en fait, on a une majorité de tendances haussières. Alors, voici, je finis sur ce slide, voici par exemple quelques statistiques de carbone momentum de 2010 à 2020. En moyenne, 60% des émetteurs du MSCI World, qui composent le MSCI World, ont une tendance baissière de 2010 à 2020. Si on s'intéresse à l'intensité carbone, scope 1 et 2. Donc vous avez 60 négatifs, 40 positifs. Maintenant, si on regarde les émissions carbone, on n'est plus sur du 60-40, mais on est sur du 45-55. D'accord? Et ce que vous remarquez aussi, c'est que si on s'intéresse en fait aux mauvais élèves, en intensité carbone, vous avez à peu près 10% des émetteurs qui en fait ont un momentum de plus de 5% par an. Si maintenant on s'intéresse aux émissions carbone, on est sur un niveau qui est de 31%. Même vous pouvez atteindre 42% dans le cas du MSCI USA sur le scope 1, 2, 3. Et donc, ça, c'est bien sûr, premièrement, il y a un message important, c'est que ce qui est important, c'est aussi de regarder en fait la trajectoire. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas forcément financer en fait des émetteurs qui ont des intensités carbone relativement faibles, mais qui croissent. Vous
peut-être que vous pouvez préférer eh bien, financer des émetteurs qui ont des grosses intensités carbone, mais qui font beaucoup d'efforts, et qui donc, en fait, le bénéfice pour la société sera beaucoup plus important. Bon, alors ça ouvre bien sûr la question de l'utilisation des ratings de température. C'est un autre sujet que je ne vais pas aborder. Mais vous voyez qu'en fait, il y a une difficulté dans ce qu'on appelle le net zero investing, ou l'alignement de portefeuille net zéro. Un scénario net zéro, comme le disait Franck Lecoq, un scénario net zéro, eh bien, c'est défini par rapport en fait à un budget carbone en absolu. Est-ce que c'est 580 gigatonnes d'ici 2050 ou est-ce que c'est 450? Mais c'est un budget carbone en absolu. Or, les financiers, asset manager, voilà, moi-même, voilà, on utilise en fait des intensités carbone. Et donc la grosse difficulté, ça va être de bien réconcilier le budget carbone avec la trajectoire d'intensité carbone. Et donc ce que vous voyez, ces chiffres montrent bien que, en fait, décarboner la finance, ça n'implique pas forcément décarboner l'économie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme je n'ai pas de données et par l'influence, alors je ne sais pas bonne ou mauvaise, de collègues notamment en droit, j'essaye de me passer de diapositives. Donc, je vais donc présenter sans support autre que ma voix. Ça me permet d'ailleurs aussi au passage, sur ce premier point, d'indiquer que les travaux actuellement en cours donc sur la comptabilité durable, la finance durable, intéressent de plus en plus le droit, notamment le droit de l'environnement, qui se penche de façon très active sur cette question et que les points de convergence commencent à apparaître et sont de plus en plus discutés. Donc il y a voilà, un champ aussi ouvert sur ces questions-là. Alors, le point sur lequel je veux discuter est en fait issu de ce que j'ai pu présenter aux États généraux de la recherche comptable 2022 sur la question de la double matérialité. Donc le rapport d'ailleurs est en ligne. Donc voilà, je vais déjà parler de la double matérialité et je vais arriver aux questions de normalisation extra-financière dans l'Union européenne et au niveau international. Et alors en fait, ça va être complètement en lien, la liaison en fait avec ce qui a été dit juste avant sur le problème de l'efficience versus l'efficacité fait complètement le lien avec ce que je vais discuter. Alors, la question donc, de la double matérialité, comme vous le savez sûrement, agite énormément les débats au niveau international sur la normalisation extra-financière. C'est même devenu un des éléments, un des points chauds en fait, du débat, entre l'Union européenne qui s'est positionnée sur la double matérialité, donc en l'imposant dans le débat, et donc de l'autre côté, l'ISSB, l'International Sustainability Standard Board, qui, lui, c'est l'instance a décidé de rester en simple matérialité. Alors je rappelle rapidement déjà les bases de ce qu'on entend par double matérialité, enfin par la matérialité financière et matérialité extra-financière. Donc la question de base, en fait, c'est de savoir si, quand on fait un reporting extra-financier, est-ce qu'on doit indiquer les impacts que l'environnement naturel et aussi social d'ailleurs a sur l'entreprise? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler, je vais y revenir, la matérialité financière ou la matérialité simple. Ou est-ce qu'on indique aussi les impacts que l'entreprise a sur l'environnement? Et donc là, on parle de matérialité socio-environnementale ou matérialité à impact. Et la double matérialité, c'est la prise en compte de ces deux types d'impact. Alors, plus clairement, la notion de matérialité en elle-même, c'est une notion centrale en comptabilité qui provient du droit, justement. En fait, la comptabilité et le droit sont très liés.
Et la matérialité correspond donc est liée à la notion de décision, c'est-à-dire qu'on va dire en comptabilité qu'une information est matérielle, là je parle en comptabilité financière, hein, une information est matérielle si son omission a un impact sur la prise de décision, puisque je rappelle aussi que la comptabilité et le reporting, ce sont des bases à la prise de décision, c'est le rôle hein, de la comptabilité. Donc voilà, la matérialité, c'est une question donc, de lien entre la présence de l'information et la question de la prise de décision. Donc on va dire qu'on est en matérialité financière hein, si on considère que ce qui est important dans la prise de décision, c'est de mettre en évidence donc, les impacts que l'environnement a sur l'entreprise. On va dire qu'on est en matérialité socio-environnementale si on considère que les informations qui sont matérielles au regard des prises de décision, ce sont les impacts que l'entreprise a sur l'environnement. Et on est en double matérialité si on considère que ce qui est matériel, ce qui est significatif dans la prise de décision, c'est l'ensemble de ces deux types d'impacts. Donc une fois qu'on a dit ça, en fait, le problème, c'est que, et comme ça a été rappelé d'ailleurs au niveau européen, c'est que la mise en œuvre de la double matérialité et la conceptualisation de la double matérialité restent très problématiques. Et donc, il s'agit de creuser un peu plus, et on se rend compte qu'en creusant cette notion, on arrive sur des choses très intéressantes, correspondant en fait à une réflexion assez approfondie sur finalement qu'est-ce qu'une entreprise, et de l'autre côté, une réflexion sur les liens qui commencent à se nouer, mais qui sont encore peu visibles, et justement je vais y revenir, entre la comptabilité durable, la finance durable, les sciences écologiques et tout un tas de disciplines autres qui sont en rapport donc avec l'écologie. Alors, plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde déjà simplement la matérialité financière, donc basiquement, comme je le disais, c'est les impacts de l'environnement sur l'entreprise. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément en fait? Ça veut dire quoi impacter l'entreprise? Alors, sans rentrer dans les détails, en fait déjà il y a deux lectures de cela, et donc en fait il va y avoir déjà deux interprétations de la matérialité financière. On va déjà avoir une compréhension de l'entreprise comme étant une société. Alors, ce dont je parle, ça a été extrêmement discuté, par exemple, dans le cadre de la loi Pacte, et notamment du rapport Notat-Sénard en France, ça a été discuté aussi dans d'autres pays à l'international, cette différence entre l'entreprise et la société étant le regroupement des actionnaires propriétaires. Et donc, on a une différence entre la société des actionnaires propriétaires et l'entreprise en tant que projet collectif. D'ailleurs, derrière cette problématique, vous avez la notion de raison d'être. La raison d'être qui a été énormément discutée donc, dans le rapport Notat-Sénard, qui est au centre de certains travaux dans la loi Pacte, en fait, revient sur cette question en essayant de poser la question de l'entreprise dans sa raison d'être en tant que projet collectif, différencié de la société des actionnaires. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que, en fait, la première question qu'on peut se poser, c'est quand on parle des impacts de l'environnement sur l'entreprise, est-ce qu'on parle des impacts sur les actionnaires, et donc la valeur actionnariale, ou est-ce qu'on parle des impacts sur l'entreprise en tant que projet collectif, et donc sur la raison d'être de l'entreprise? On a énormément de travaux qui montrent que ce n'est pas la même chose, qu'on ne peut pas confondre les deux, et que gérer en fait une valeur actionnariale, ce n'est pas gérer un projet collectif de l'entreprise. Alors, si on va un peu plus loin, ça a des impacts très concrets. C'est que d'un côté, on va avoir, dans une première interprétation de la matérialité financière, l'idée qu'il va falloir chercher en quoi des informations extra-financières vont impacter donc la valeur actionnariale, notamment théorique, donc les cash flows à venir, et donc on va essayer de chercher les impacts qu'on va avoir donc, sur les OPEX, les CAPEX, sur le coût moyen point D du capital, plus les probabilités donc, de calcul d'espérance justement des OPEX et CAPEX. Donc ça va être ça un peu l'univers dans lequel on va raisonner. Mais justement, on peut avoir un autre univers sur la matérialité financière qui est de dire, on va s'interroger sur en quoi les informations extra-financières ont un impact sur la stabilité même du projet de l'entreprise,
sur la vision justement à long terme de ce projet collectif, et donc notamment sur des indicateurs qui sont des indicateurs totalement standards d'analyse financière qu'on utilise pour justement estimer, évaluer ce projet d'entreprise, qui sont par exemple le BFR, le besoin en fonds de roulement, le return on assets, c'est des indicateurs d'analyse financière centrés sur la stabilité et le projet de déploiement de l'entreprise en tant que telle. Donc ça ouvre déjà donc un premier débat. Est-ce que, quand on parle de matérialité financière, est-ce qu'on doit se concentrer uniquement sur donc, la valeur actionnariale, ou est-ce qu'on doit aller aussi sur un champ, sur donc, le projet d'entreprise en tant que collectif? Ensuite, si on continue, on va avoir la même interrogation quand on est sur la question donc, de la matérialité socio-environnementale, donc les impacts de l'entreprise sur l'environnement. Là encore, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Eh bien, l'impact sur l'environnement peut être interprété de multiples façons. Alors là encore, je ne vais pas tout décrire. En fait, il se trouve que la réflexion approfondie sur ce que signifie avoir un impact sur l'environnement a été balisée. Alors c'est ça aussi que je veux mettre en évidence ici, c'est qu'il y a une nécessité à aller regarder ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire qu'on ne part pas de nulle part. Alors on a l'impression parfois, d'ailleurs, dans les débats en comptabilité extra-financière, en finance durable, que voilà, il y a un peu de nouvelles questions qui apparaissent, des choses, on part un peu, non pas de rien, mais en tout cas de quelque chose d'assez novateur. En fait, pas vraiment. Par exemple, sur la question de qu'est-ce qu'un impact sur l'environnement, vous avez tout le champ de l'éthique environnementale qui, depuis les années 70, en fait, a complètement structuré cette réflexion. Donc, à minima, aller regarder en fait, ce que ça veut dire avoir un impact sur l'environnement, la conception de l'environnement, par ce qui a été fait en éthique environnementale, est intéressant. Alors, on peut en tirer, par exemple, deux enseignements, enfin deux visions majoritaires, je dirais. Une première, qui est celle qui est la plupart du temps mobilisée, qui est la plus mobilisée, qui est de comprendre en fait l'environnement par le biais de la représentation que s'en font les agents économiques. Alors, je vais préciser ça. C'est l'idée qu'on ne va pas on va pas prendre en compte l'impact réel sur l'environnement, on va prendre en compte l'impact qu'on a sur le bien-être des individus qui vivent dans un environnement. Alors, je prends un exemple très concret. Vous avez une entreprise qui émet des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, en fait, ont un impact direct sur le climat, sur l'atmosphère, sur le climat. Mais ça, en fait, si vous voulez, c'est pas ça dont je parle, justement. Ce dont je parle, c'est en fait la prise en compte, non pas de cet impact-là, mais la prise en compte du fait qu'il y a un impact donc, sur le climat, et cet impact sur le climat va avoir un effet sur le bien-être des populations. Bien-être divers et variés en termes de santé, en termes de possibilités aussi d'achat, c'est-à-dire c'est un bien-être aussi matériel. Et donc, ce qu'on va prendre en compte, ce n'est pas directement l'impact sur le climat, mais l'impact sur le bien-être des populations qui vivent dans un système climatique. Alors, on pourrait dire que c'est équivalent et qu'on ne voit pas bien en fait, la différence. Là encore, on a pas mal de travaux qui proviennent notamment de la bioéconomie, qui montrent que ce n'est pas équivalent. On a même des théories qui ont été fondées, enfin des modèles qui suivent, qui expliquent que justement on peut vraiment différencier ces deux approches et que ça ne conduit pas au même résultat. En fait, c'est même pire que ça. C'est que avoir un raisonnement qui est uniquement basé sur le bien-être des populations ne permet pas d'avoir un accès à des niveaux de préservation écologique sur des bases scientifiques, en fait. Alors, je ne vais pas le détailler plus, c'est encore une fois précisé dans le rapport dont je parlais, mais ça pose donc une question, c'est-à-dire que la façon d'établir le rapport à l'environnement par le biais du bien-être des agents économiques, et notamment par la notion, quand on parle d'agents économiques, des parties prenantes, c'est-à-dire de dire l'environnement est capté par ce que les parties prenantes en comprennent, en voient, pose voilà, un problème. Alors, la question, c'est comment faire autrement? Eh bien, on peut avoir une approche autre, qui est de dire, on peut avoir un impact sur les écosystèmes eux-mêmes, et cet impact, on va le mesurer par ce qu'on appelle le bon état écologique.
le bon état écologique des milieux naturels. Alors cette notion de bon état écologique est centrale. Elle a été notamment mobilisée, elle commence à être mobilisée dans la taxonomie, où on va avoir la notion d'état écologique donc, qui apparaît. Et ce qui se passe, et j'en arrive aussi à une réflexion sur la question de la normalisation, c'est qu'on s'est lancé actuellement dans un travail donc, de normalisation au niveau de la comptabilité et de la finance durable, justement sans avoir structuré complètement cette notion de bons états écologiques sur l'ensemble des milieux naturels. Alors, en 2 mots, pour donner un peu une image de la situation, on a des milieux naturels sur lesquels on a en fait une structuration de la notion de bon état écologique. Par exemple, si on regarde sur l'eau, vous avez la directive cadre sur l'eau, qui malheureusement n'est pas assez connue, qui a été transposée en France de façon assez rigoureuse, qui a donné lieu d'ailleurs à la création d'agences régionales de l'eau, de comités des bassins. Enfin, il y a toute une organisation très intéressante et très importante sur les bassins versants, et qui surtout donne lieu à un ensemble d'indicateurs, en fait, par exemple des biomarqueurs, qui déterminent en fait un bon état écologique des masses d'eau. En fait, de par la loi, tout acteur qui a un impact sur les masses d'eau doit suivre en fait ces biomarqueurs pour connaître l'état sur les masses d'eau et savoir donc comment arriver à rééquilibrer l'eau. Alors il se trouve que les agences régionales de l'eau en fait suivent ces biomarqueurs, ont des cartographies qui sont disponibles. Et donc, par exemple, à minima, on pourrait dire, si on veut véritablement s'intéresser, donc quand vous avez une entreprise qui a un impact sur l'eau, si on veut avoir des données, des marqueurs justement, quand on parle de données ESG, qui permettent vraiment de montrer, de savoir ce qui se passe, eh bien voilà, la loi les donne. Véritablement, hein, vous pouvez aller regarder dans la directive cadre l'eau, vous avez un nombre impressionnant de biomarqueurs qui sont obligatoires et qui sont structurés en état altéré, enfin je ne sais plus le terme, en état moyen et bon état. Si on est sur le climat, on a en fait ici un bon état qui a été conventionnalisé au niveau international, qui est en fait l'accord de Paris. Au niveau de la biodiversité, l'IPBES est en train d'essayer, vraiment en train d'essayer d'arriver à ça, justement, à une sorte de bon état écologique. Vous avez un milieu naturel qui n'a toujours pas en fait de bon état écologique, qui sont les sols. Alors ça pose un problème de fond, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas ce que veut dire conserver un sol. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'à minima, peut-être la question en fait, serait de dire, avant de se lancer dans une structuration de la comptabilité durable et de la finance durable, il aurait été intéressant d'avoir une réflexion au niveau européen sur justement la stabilisation, en fait, une standardisation des bons états écologiques des milieux naturels, de façon justement à poser un cadre clair qui permette ensuite justement à la comptabilité et à la finance durable de savoir dans quel univers évoluer. Alors justement, j'en arrive pour terminer à mon dernier point, qui est que par rapport à tout ça, on peut avoir aussi une tendance dans cet exercice donc sur le reporting sur la double matérialité, à confondre en fait la nature et la fonction des indicateurs. C'est-à-dire que souvent, on peut entendre que si on met en évidence donc, des émissions de carbone scope 1, 2 et 3, on se trouve en double matérialité. En fait, par rapport à ce que je viens de dire, la réponse est non. Ce n'est pas la nature de l'indicateur qui détermine si on est ou pas en double matérialité. En fait, communiquer sur des émissions de gaz à effet de serre simplement ne permet en aucune façon de mesurer, de savoir si vous avez un impact réel sur le bon état écologique du système climatique. La seule façon de le faire, et c'est un peu la conclusion de ce qui a été dit juste avant, c'est justement de rapprocher ces émissions de gaz à effet de serre de la définition du bon état écologique climatique, qui ne peut être approchée que par des budgets carbone. Donc, la seule façon d'appréhender la double matérialité, enfin exactement la matérialité socio-environnementale sur le cas climatique, c'est d'avoir en fait un rapprochement entre les émissions de gaz à effet de serre et les budgets carbone. Et en fait, ça va un peu plus loin que ça, c'est que si on n'a que les émissions de gaz à effet de serre, elles peuvent être uniquement mobilisées pour une seule raison, c'est faire des indices de corrélation avec la valeur actionnariale. C'est souvent ce qui est fait. Et ça, c'est la matérialité financière.
Donc ce n'est pas la nature de l'indicateur qui permet de déterminer le niveau de matérialité, c'est bien la fonction, ce que l'on fait de cet indicateur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas complètement au clair dans la normalisation, y compris européenne, même s'il y a un certain nombre de travaux par rapport à ça. Et donc voilà, avoir donc en tête cette question donc, autour de comment on appréhende la double matérialité. Et je terminerai avec un dernier point, tout dernier, que je ne vais pas résoudre là tout de suite, c'est juste pour introduire ce problème. Par rapport à ce que je viens de dire, il y a deux questions qui peuvent être qui se posent, une que j'ai déjà abordée, et une autre qui est est-ce que la matérialité financière est suffisante pour appréhender donc des niveaux de préservation écologique, on va dire là encore suffisants. Alors là encore, il s'agit de mobiliser des résultats en bioéconomie, en sciences écologiques, qui sont malheureusement très peu mobilisés à l'heure actuelle dans la réflexion sur la comptabilité durable et la finance durable, qui ont tendance à montrer que non, ce n'est pas suffisant. Il y a malheureusement, à l'heure actuelle, beaucoup de rhétorique, beaucoup d'hypothèses plus ou moins fausses, plus ou moins vraies, dans les débats autour de la double matérialité, et peu, en fait, de base scientifique à ces discussions. Donc la première chose, c'est vraiment de mobiliser une base scientifique et de se rendre compte que la matérialité financière pose un vrai problème. C'est d'ailleurs lié au problème de l'efficience versus efficacité. Raisonner simplement en efficience, sur des taux de corrélation entre des indicateurs et des valeurs actionnariales, par exemple, ce n'est pas suffisant. Et la deuxième chose, à laquelle j'ai déjà répondu et je vais m'arrêter là, c'est est-il suffisant d'avoir un raisonnement en matérialité socio-environnementale simplement sur la base donc, du bien-être des agents économiques et donc de se passer des bons états écologiques? La réponse, là encore, quand on regarde ce qui se passe du côté de bioéconomie et des sciences écologiques, est a priori pas vraiment. Donc il y a une nécessité en fait, de mobiliser cette notion. Et donc la question, et voilà, c'est ça serait intéressant que l'Union européenne se saisisse de façon encore plus forte, alors, parce qu'elle a commencé, de cette question des bons états écologiques. Merci pour votre attention. Bonjour à tous et bienvenue à ce colloque. Nous allons passer maintenant à la dernière partie de notre table ronde académique et je vais inviter nos différents intervenants à venir se joindre à moi pour les questions que nous allons poser. Je vais reprendre un petit peu l'ordre de nos interventions, l'ordre chronologique de nos interventions. Et je vais donc commencer par vous, Philippe. Ce que vous nous avez appris ce matin de la réglementation britannique m'a semblé vraiment inspirant. Et donc la question que je vais vous poser est celle justement de cette réglementation. Est-ce qu'on doit s'en inspirer? Les Britanniques semblent être en avance par rapport à ce qui se passe au niveau européen. Doit-on s'en inspirer et comment? L'idée étant que il faut toujours faire attention lorsqu'on met en place une réglementation à ce qu'elle ne soit pas source de confusion supplémentaire. Et à travers l'expérience que vous semblez avoir de cette réglementation britannique, est-ce que vous voyez justement des écueils à éviter et des sources d'inspiration possibles? Oui, beaucoup de questions. Donc je pense qu'on devrait s'en inspirer. Je pense que ce qu'on voit dans cette réglementation du Royaume-Uni, c'est qu'elle est assez restreinte. Elle n'essaie pas d'apporter une solution globale à la divulgation d'informations extra-financières, mais elle cible une pièce d'information qui, je pense, est importante. Donc, bien sûr, il y a des problèmes liés au scope 1, scope 2, scope 3. Donc, est-ce qu'ils sont fiables? Qu'est-ce que ces dimensions d'émissions prennent en compte? Mais de toute façon, c'est une pièce d'information dont on a besoin. Et donc, je pense qu'on devrait s'en inspirer.
qu'elle est restreinte, elle est ciblée, cette réglementation. Et finalement, elle est assez facile de mettre en place aussi. Donc il ne faut pas créer des nouveaux indicateurs, réfléchir de quels indicateurs sont importants. De ce point de vue-là, je pense qu'on devrait s'en inspirer. Et je pense qu'on devrait s'en inspirer aussi dans la dimension qu'elle est comme je disais, ciblée et prescriptive aussi. Donc elle laisse très peu de marge finalement aux émetteurs de choisir qu'est-ce qui les arrange ou qu'est-ce qui ne les arrange pas. Et finalement, je pense que si on pense maintenant un peu aux réglementations sur le plan européen, je pense que c'est important aussi, je pense qu'elle fait les choses dans l'ordre correct. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas demander aux investisseurs de faire un reporting extra-financier si on ne dispose même pas de tous les indicateurs au niveau de l'émetteur. Donc, du coup, je pense que de ce point de vue, elle a du sens aussi, parce qu'on fait en quelque sorte A avant qu'on puisse faire, ou avant on fait B. D'accord. D'accord, merci. Donc une approche progressive et ciblée sur des critères pragmatique aussi, je pense, pragmatique. Merci beaucoup. Thierry, comment décarboner la finance et l'économie? Donc ça semble être une question un peu compliquée. Je vais m'inspirer d'une traduction qui a été faite d'une prise de parole du responsable ESG de HSBC qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, qui consiste à dire que la vaste majorité des investisseurs sont parfaitement conscients et inquiets du changement climatique, mais estiment que leur mandat, qui est de maximiser les rendements, ne va pas dans le sens de la lutte contre ce dernier. Quand il faut choisir, leur obligation professionnelle l'emporte. Parce que c'est leur job, parce qu'ils sont légalement obligés de maximiser les rendements et parce qu'il en va de leur bonus. Alors, que pensez-vous de cette assertion et est-ce qu'il vous semble possible que la finance apporte quelque chose à la transition climatique? Bien sûr, je ne partage pas l'avis de ce monsieur. Je ne suis pas sûr qu'en fait ça aide énormément à redorer le blason de la finance. Et surtout, en plus, il était patron de l'ESG. En fait, il y a quand même une chose importante, c'est que ce qu'on appelle fiduciary duty, donc la responsabilité fiduciaire, bien sûr, il y a une responsabilité par rapport à la performance, mais à partir du moment où en fait on affiche des objectifs ESG ou des objectifs green, vert, climat, je veux dire, la responsabilité fiduciaire, elle s'étend aussi en fait à respecter ses engagements. Et donc, si vous prenez en fait la majorité des fonds de pension en Europe, qui imposent des contraintes en fait de contraintes ESG et de contraintes climatiques, ils s'attendent en premier lieu en fait à ce que vous respectez ces contraintes et bien sûr aussi à apporter de la performance, mais je crois que ça c'est très très important. Enfin, je veux dire, c'est pas voilà, cette responsabilité fiduciaire, elle s'étend aussi. En fait, à l'ESG, notamment si vous avez par exemple un fonds article 9, eh bien, vous attendez à ce que eh bien, l'objectif principal, eh bien, justement, c'est de financer la transition. L'objectif principal, ce n'est pas en fait la performance. Ensuite, sur le bonus, bon, je voudrais rassurer cet auditoire. Je veux dire, si vous prenez un asset manager, je veux dire, la plupart des bonus ne sont pas indexés sur la performance. Je veux dire, moi, je suis responsable de recherche quantitative, je ne suis pas indexé sur la performance d'un fonds. Les risk managers ne sont pas indexés sur la performance d'un fonds. Si vous prenez par exemple la gestion passive qui aujourd'hui représente une grosse partie de la gestion, un gérant passif n'est pas du tout indexé en fait sur la performance. Il est indexé justement s'il fait bien son job. Et aujourd'hui en fait, même les gérants actifs, ils ont des contraintes en fait ESG et des contraintes climat à respecter, et leur bonus est aussi fonction
de ces contraintes-là. Donc, enfin, je vais prendre un exemple à l'extérieur de l'Union européenne, hein, qui est l'exemple en fait de CDPQ, la Caisse des placements et des dépôts du Québec. Les bonus des gérants sont indexés en fait sur l'empreinte carbone de leur gestion, hein, et donc ils ont des budgets carbone, hein, et si en fait ils ne respectent pas ces budgets carbone, eh bien ils seront pénalisés en termes de bonus. Merci beaucoup. Je vais à présent m'adresser à Alexandre Rambaud. Donc la standardisation des bons états écologiques des milieux naturels. Vous avez semblé dire dans votre présentation que finalement la réflexion quant à ce type de données extra-financières aurait dû être commencée avant même de passer à ce à quoi nous nous intéressons aujourd'hui. Alors, comment articuler vos travaux sur une comptabilité beaucoup plus large, hein, avec les chantiers en cours sur la comptabilité entre guillemets classique? Comment prendre le train en marche? Alors, effectivement, merci pour la question. Alors ça, tout ça, ça renvoie, je pense, à une question aussi de cohérence et d'homogénéisation dans le développement de la normalisation extra-financière au niveau européen. Je vais donner un exemple, hein, c'est que si on prend par exemple le cadre de ESRS-E1, donc la norme technique climat, on est exactement dans le cadre où, alors sur base volontaire, parce qu'il y a le volet non volontaire, enfin obligatoire et le volet volontaire, je vais parler vraiment du volet volontaire, où on a en fait le schéma qui correspond à un alignement justement typique entre bon état écologique et inclusion comptable jusqu'à un certain niveau, justement, je précisais. C'est que E1 va dire, donc sur une base volontaire, il faut définir un objectif qui est soit un budget carbone, soit, si on n'a pas un budget carbone, il faut en fait donner une explication sur base scientifique de pourquoi on prend cet objectif. À partir de là, on doit mettre en place des plans d'action, des plans de transition qui sont donc alignés sur ces objectifs. Et on doit ensuite donc chiffrer les coûts, donc les dépenses attenantes à ce plan de transition. Donc ça, c'est la ligne directrice de 1. C'est la ligne directrice qui a été prise sur les autres normes techniques, mais justement de façon moins cohérente, puisque sur le climat, on a en fait la possibilité d'avoir un objectif qui est donc à partir de budget carbone ou d'objectifs qui sont attenants à des budgets carbone, mais sur les autres milieux naturels, on n'a pas ça. Donc, en fait, l'idée, ce serait d'avoir une cohérence globale qui réduirait d'autant plus la complexité, d'ailleurs, de ces SRD, c'est de dire, vous avez des bons états écologiques, à partir de là, vous avez un plan de transition, enfin, des plans de transition, vous avez des dépenses attenantes, et après, la brique supplémentaire, c'est que ces dépenses, elles doivent être ensuite reflétées dans le bilan et le compte de résultat. D'ailleurs, au passage, c'est ce que, alors on l'a un peu oublié malheureusement, il y avait une recommandation de 2003 de l'autorité des normes comptables qui avait été d'ailleurs validée par l'autorité des marchés financiers en 2003 et 2004, qui avait en fait commencé à définir la notion de dépenses à caractère environnemental, de poser les bases d'actifs non rentables mais dont la vocation était à caractère environnemental, de façon à les connecter à des dépenses liées à des plans d'action. Donc en fait, l'alignement, je dirais pour terminer, ce serait de dire vraiment sur une base comptable complètement claire, qui permettra ensuite un vrai fléchage de l'investissement, c'est de dire on a des bons états écologiques, on a des plans de transition donc documentés, on a des dépenses qui sont ensuite reflétées dans les bilans et comptes de résultats en créant en fait de nouvelles catégories comptables, notamment des actifs et des charges fléchés spécifiquement à caractère environnemental. À partir de là, on peut avoir donc des financements qui permettraient donc d'avoir des financements d'exploitation pure, des financements en fait sur base de dépenses à caractère environnemental, etc., etc. Donc en fait, c'est ça en fait le cadre qui me semble le plus cohérent, vers lequel s'oriente a priori la normalisation extra-financière européenne, mais qui ne peut pas être complet du fait notamment de l'absence des bons états écologiques structurés.
Merci beaucoup. Je vais me permettre de prendre 1 minute pour poser une question globale à tous nos intervenants. Cette question est celle de savoir à quel point la gestion de la transition climatique ou de la question climatique est finalement du ressort du régulateur financier. Puisqu'on a eu une présentation de M. Lecoq ce matin qui nous a dit à quel point tout ce qui relevait par exemple du scope 3 allait également dépendre des politiques de transport, des politiques de logement. Donc d'après vous, jusqu'où doit aller le régulateur financier dans sa tentative d'orienter l'épargne vers la transition climatique? Bon, moi, je vais aller en premier. Donc, je pense que le régulateur financier sera toujours un complément. Ça ne peut jamais être un substitut pour donc la gestion de cette transition climatique. Et je pense que là où le régulateur financier il peut vraiment avoir un impact, c'est en jouant sur la transparence, donc sur la standardisation, la normalisation, sur la mise à disposition des données qui vont après être utilisées ou pas utilisées dans cette transition. Donc je pense qu'il est naïf de croire que donc, le régulateur financier ou même la finance de manière générale pourra résoudre les problèmes en termes de durabilité, en termes de changement climatique qu'on a. Et j'aimerais bien aussi rebondir sur un point qui était présenté un peu de manière différente par deux intervenants, ce qui concerne donc le financement nécessaire pour faire cette transition. Donc dans la première présentation, notre deuxième présentation aujourd'hui, j'avais l'impression que on disait que donc c'est très facile, il existe ces liquidités, ces moyens financiers pour financer la transition. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, ça c'est investi, par exemple, c'est le stock de capital. Donc on ne peut pas juste le liquider et le mettre dans des projets qui vont faciliter la transition. Donc je pense qu'il faut toujours réfléchir en termes de financement incrémental. Et donc, si je me souviens bien, ou si j'ai bien compris le slide de Thierry Mrancali, donc là, il s'avère qu'en fait, un financement beaucoup plus important est demandé donc, pour avoir ce financement incrémental. Et donc, je pense qu'il faudra réfléchir comment est-ce qu'on peut débloquer ce financement complémentaire. Et je pense qu'ici, la recherche, et je me autocritique moi-même en premier, elle ne livre pas encore les solutions nécessaires parce qu'on se concentre beaucoup sur les données ou sur les acteurs des marchés secondaires, donc sur les equities, sur les fonds. Mais finalement, ce qui est beaucoup plus important, c'est le domaine des prêts bancaires, les marchés de taux. C'est là où il y a vraiment donc, le financement incrémental pour la transition. Et je pense qu'il faut beaucoup plus de recherche et de réflexion sur comment est-ce qu'on peut vraiment créer des incitations pour avoir donc plus de ce financement incrémental pour donc financer cette transition. Merci beaucoup. D'autres de nos intervenants souhaitent se prononcer? Je peux compléter. Donc effectivement, en fait, je rebondis sur ce que dit Philippe. Effectivement, je pense qu'il y a aujourd'hui, enfin, il y a un petit déséquilibre entre en fait l'offre et la demande, qui est assez important. On a une demande en fait de la part des investisseurs qui est faramineuse, et puis on a une offre quelque part qui est relativement faible, et notamment pour la partie incrémentale. Donc on a le concept de green bonds, on a le concept de label vert, mais au final, finalement, on se rend compte qu'il y a assez peu en fait d'instruments financiers innovants pour effectivement financer la transition. Et donc ce déséquilibre, il est très important. Je veux dire, l'année dernière, si vous prenez par exemple l'émission de l'obligation verte allemande et italienne, hein, on a eu des sursouscriptions qui sont un facteur de 10. Hein. Donc il y a une demande qui est énorme, mais effectivement, en fait, il y a un problème de comment est-ce qu'on oriente en fait
cette demande. Et ça, je pense que c'est pas évident. Hein. Juste quelques chiffres, mais pour vous donner un petit peu... voilà, il y a une étude, en fait, de Alessi et Battiston pour la Commission européenne qui, aujourd'hui, estime que, vis-à-vis de la taxonomie verte, il y a à peu près 1 à 2% en fait, de l'économie européenne qui est verte. Donc, c'est pas énorme. Et donc... en fait, si on voulait compléter, on va dire, la partie réglementaire, effectivement, il faut se poser un petit peu la question de savoir comment est-ce qu'on va eh bien, orienter en fait, l'épargne. Hein. Alors moi, j'ai parlé effectivement des revenus verts. Hein. Pour vous donner une idée, pour encore quelques chiffres, mais si vous prenez le MSCI World, on a à peu près 1526 ou 86 titres. Vous avez 86 entreprises qui ont une part verte de revenus supérieure à 30%, et vous avez 5 émetteurs sur le MSCI World qui ont, en fait, qui sont des pure players, qui ont 100% en fait, de part verte de revenus. Et ça c'est la photo aujourd'hui. Mais si on veut faire vraiment la transition, hein, si on veut que les entreprises se transforment, il nous faut en fait eh bien, des métriques forward-looking. Et c'est pour ça que c'est un peu dommage que CSRD soit postponé en 2024 et qu'on ait les données en fait en 2026, parce que effectivement tout ce qui est Green Capex, Green R&D, hein, c'est très très important pour en fait donner des signaux. Hein, pour que en fait, les asset managers, les investisseurs ont des signaux, effectivement, pour trouver, en fait, quels sont, en fait, les futurs bons joueurs. Alors, effectivement, hein, on parle toujours d'equity, donc pas d'incrémental, hein, mais il va falloir se poser, effectivement, à un certain moment, la question de quels sont les bons instruments financiers pour la transition. Merci Thierry. Oui, alors merci pour la question aussi, effectivement complexe. Mais déjà, alors pour revenir sur ce qui a été dit, c'est qu'il est clair que, et d'ailleurs en écho à ce que j'expliquais, sur donc, structuration comptable aussi à venir, et d'ailleurs en écho aussi avec ce que Robert Raphael a dit au début, c'est qu'il y a une nécessité d'avoir une brique qui est la comptabilité, qui soit posée, mais qui soit posée donc de A à Z, qui permette ensuite justement de s'intéresser à comment on flèche de l'argent, c'est-à-dire que la finance soit aussi repensée sous un angle de financement des entreprises, une partie de la finance s'étant éloignée un peu, enfin même beaucoup de ça, et donc revenir sur les marchés primaires notamment, et donc voilà, avoir cette architecture qui a en fait existé pendant très très longtemps au niveau financier, c'est-à-dire que vous avez la comptabilité financière qui est basée sur des questions de flux d'argent, de véritable flux d'argent, pas de valorisation en fait boursière, mais de flux d'argent, et que la finance donc était là pour financer. Juste un tout petit point par rapport à ça, cette modification du rôle de la finance se voit même directement dans les livres. Par exemple, prenez le Verniman, un des plus grands ouvrages en finance, qui a évolué des années 70 à maintenant, et qui en fait, d'ailleurs lui-même le dit, hein, il est passé en fait d'une vision du directeur financier comme étant un buyer. Donc en fait, il était là pour prendre de l'argent pour financer l'entreprise, à un seller, c'est-à-dire un seller d'equity. Bon, bah ça pose un problème. Quand on est dans la durabilité, il faut revenir sur le buyer et avoir un fléchage correct. Et à partir de là, si je continue cette comparaison avec le système financier qui a existé, en fait, la comptabilité et encore plus la finance n'ont jamais été considérées comme étant l'alpha et l'oméga de tout ce qui se faisait au niveau gouvernemental ou au niveau sociétal. C'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, et alors d'autant plus en Europe et d'autant plus en France, il y a eu en fait un alignement et même une planification à un moment donné qui utilisait les normes comptables dans ce outil de planification pour orienter justement la finance et orienter les marchés aussi, puisque les marchés sont conditionnés par les données comptables. Donc je dirais qu'en fait, on parle à l'heure actuelle de planification écologique, mais on est complètement dedans, on peut être complètement dedans, avec chaque élément
qui fait sa part du travail, avec justement des normes comptables qui s'inscrivent dans ce droit pratique des entreprises, qui sont pilotées par les gouvernements pour aller dans un sens ou dans un autre, qui permettent de réorienter la finance et de réorienter donc les marchés. Et donc dans ce cas-là, ce n'est pas à la finance de faire tout le travail, c'est plutôt de faire une partie du travail en adéquation avec la comptabilité, sous couvert des orientations sociétales. Merci à tous. Alors, je regarde pour savoir si je peux autoriser une question à la salle ou est-ce qu'on doit partir à la pause café. Une question à la salle est autorisée. Est-ce que l'un de nos auditeurs aurait une question à poser, madame? Bon, ensuite, il y aura la pause café et vous aurez l'occasion de rencontrer nos différents interlocuteurs. Bonjour et merci pour vos présentations à tous. Je suis Juliette Gilrobe, journaliste à l'AFP et j'ai une question peut-être plutôt pour Monsieur Kruger. Il y a pas mal d'effets d'harmonisation dans le monde sur les normes comptables extra-financières aux États-Unis, la Commission européenne, et vous avez montré l'exemple du Royaume-Uni. Mais de qui va venir justement l'harmonisation? De quel pays ça pourrait venir? Qui est le plus avancé? Donc, la double matérialité, donc tout le travail autour de l'EFRAG, et donc de l'autre côté on a donc la single materiality, donc plutôt chez nos amis américains. Et donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait ils sont souvent présentés comme des concepts diamétralement opposés. Et je pense que ce n'est pas le cas. En fait. Je pense qu'il y a finalement beaucoup plus de chevauchement. Il y a des indicateurs sûrement où c'est intéressant, où c'est important d'un point de vue de single materiality et de matérialité double. Et je pense que donc cette harmonisation, en fait, elle va venir au fur et à mesure, mais à travers en fait des champs ou des thèmes et des sujets qui à la fois sont importants d'un point de vue single materiality et à la fois importants d'un point de vue double materiality. Et pour donner un autre point de réflexion sur ce sujet, donc ce qu'on observe aussi, c'est que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, ils ont des préférences ou des objectifs non financières. Et donc, quand on a des investisseurs qui s'intéressent à des dimensions extra-financières, en fait, ça rapproche encore plus les deux concepts, parce que dans ce cas-là, une entreprise qui, disons, opère dans un monde de single materiality, donc elle aura intérêt de fournir des informations type double materiality, parce que en fait les investisseurs ils s'y intéressent. Donc je pense que cette harmonisation, elle ne va pas venir d'un jour à l'autre, mais elle va s'articuler surtout par donc, les thèmes et les sujets, les indicateurs où il y a déjà un overlap aujourd'hui. Et je pense que quant au climat, c'est clairement le cas. Il y a beaucoup d'évidence que donc, des investisseurs, ils ont intérêt d'un point de vue financier de s'intéresser à des indicateurs liés au climat, donc d'un point de vue disons, financière, mais en même temps, en fait, il y a beaucoup d'acteurs dans la société civile, dans les économiques, qui s'intéressent pour donc, des raisons de bien-être plutôt globales. Donc, je ne sais pas si ça n'a pas répondu à votre question, mais voilà, ça c'est un peu ma vision, que ce n'est pas si opposé que ça, et voilà, cette harmonisation, elle va se faire au fur et à mesure à travers certains thèmes. Donc elle ne va pas se faire pour toutes les dimensions extra-financières qui existent aujourd'hui. Merci Philippe. Je tiens à remercier encore une fois nos 4 intervenants, en comptant notre guest speaker, pour leur présentation de ce matin. Et je vais vous inviter à prendre une pause café qui va être un peu réduite, hélas. Merci.